Je suis en retard. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'étais là-bas, en train de discuter. C'est toujours pareil. T'énerve pas. On y va. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici. Je trouve enfin des personnes qui se soucient de mon problème. Martin Luther King disait « I have a dream ». Mon cas est similaire. J'ai un drame. Oh, excusez-moi, je ne me suis pas encore présenté. J'ai déjà été membre du conseil municipal, maire, chef de cabinet d'un assistant d'un sous-secrétaire d'État, chauffeur de la femme d'un fonctionnaire de l'Assemblée de la République. Oui, ça s'est plutôt mal passé. Député, ministre, secrétaire d'État, eurodéputé, administrateur de la Fondation de la probité, etc. Je vois bien qu'à partir de cette présentation, vous êtes encore plus perplexe. Quel drame peut bien avoir cet homme? Quelle profonde angoisse est en train de lui ronger les entrailles et l'âme? Je vous explique. Comme tout le monde le sait, la corruption a envahi tous les niveaux de la société. La corruption! Ah, vous ne savez pas ce que c'est. Dictionnaire. Dictionnaire. Corruption. Décomposition, putréfaction. Acte de corrompre moralement. Perversion, falsification. Utilisation de moyens illicites pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Pot de vin. Du latin corruptionné. La classe politique, avec son pouvoir de décision sur les lois, décrets, concessions, travaux publics, fonds, projets et investissements, est tout particulièrement sollicitée. Ça peut se comprendre parfaitement. Le corrupteur mise sur l'avenir et sur des choses concrètes. Il ne se laisse pas saisir par les utopies. Le politique professionnel est le plus grand ennemi de l'utopie. Pas de rêves irréels, soyons pragmatiques, on veut des comptes, on veut des comptes. Et moi, je connais la classe politique mieux que la paume de ma main, ce qui est à vrai dire normal, je ne la regarde presque jamais. Et je sais que cette classe politique est totalement corrompue. J'ai bien dit totalement.
totalement. À l'exception d'une personne. Moi. Non, c'est vrai. Et c'est ça mon drame. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas corrompu? Pourquoi personne ne vient me voir pour me proposer les mêmes affaires qui ont été proposées aux autres? Qu'est-ce que je peux bien avoir de moins que les autres? Pourquoi ces millions vont-ils chaque fois atterrir dans les poches des autres? Des millions de dollars, d'euros, d'argent liquide, ou en chèque, traveler chèque, ou des valises pleines de billets, comme dans les films. Que d'opportunités gâchées. J'avais pourtant les dossiers en main, et j'essayais de voir ce que je pouvais en tirer. Je passais ma vie à la fenêtre du ministère, en train de guetter l'arrivée d'une voiture de gros bonnet. Et rien! J'ai fait une crise. Et bien sûr, je me suis questionné sur les raisons de cette tragédie qui s'était abattue sur moi. La famille. Serait-ce une question de famille? J'étais issu d'une famille humble et modeste, mais j'avais très bien réussi à le cacher. Mon père était venu à Lisbonne pour y travailler comme coursier dans un bistrot. Mais plus tard, il a réussi à devenir contrôleur des bus. Il m'a fait faire des études. Parfois, je le croisais dans le tram, mais je ne lui adressais jamais la parole pour que mes copains ne sachent pas que je venais du peuple. Donc, ça ne doit pas être ça qui pose problème. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent d'en bas et de bien plus bas que moi, et qui s'en vantent dans le seul but d'obtenir les voix du petit peuple. Ce qui est vraiment stupide de leur part. Tout le monde sait que les petits gens ne votent jamais pour quelqu'un comme eux. Vous avez déjà voté, vous? Oui? Moi, non. Je viens d'en bas, moi. Et je sais bien comment ils sont. Le nom de famille. Serait-ce à cause de mon nom? Je m'appelais Antonio Eusebio Lopez Silva. Non, ne ris pas. J'ai consulté l'annuaire téléphonique et j'ai constaté avec horreur que c'était un des noms les plus ringards. Il était indissolublement lié à la plèbe. On n'en récupérait que Eusebio. Alors j'ai tout corrigé avec l'aide de ma petite amie. J'ai écrit Antonio avec un H après le T et un U devant le nio et un accent circonflexe. À la place de Antonio, c'est devenu Antonio. J'ai mis un accent circonflexe, un Z et un Y à Eusebio. C'est devenu Eusebio. J'ai ajouté la particule da et j'ai transformé Lopez avec 2 L-O-P et sans le E. Et pour finir, de Silva, je n'ai retenu que le S, point, ponto. Ce ponto devant être prononcé. Mon nom est donc devenu Antonio Eusebio da Lopes
Pourquoi j'ai gommé Sylvain? C'était trop dangereux. Les gens auraient pu dire que j'étais juif et il fallait surtout ne pas faire fuir les capitaux des Émirats arabes. Mais ça n'a donné aucun résultat. Mais l'erreur est peut-être dans le nom lui-même. J'ai bien pensé m'appeler Fursulupinio, Martin Moniz, 1er août, Afonso Ambra du Heroismo, Grito de Piranga, des noms qui fleurent la noblesse. Mais à ce qu'il paraît, la Société des auteurs fait payer des droits. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je songe à aller au Vatican pendant le carême, voir si le pape peut faire quelque chose pour moi. Le mariage. Serait-ce à cause de mon mariage? Comme mon nom le laisse deviner, je me suis marié le jour de Saint-Antonio. Ou plutôt, Antonio, si vous voulez vous mettre à jour. Nous étions beaucoup à nous marier en même temps, tous en train de dire oui, en même temps, de s'embrasser en même temps. Puis, on a jeté sur nous des kilos de riz. Il y en a même qui en ont emporté à la maison pour s'en faire un petit bouillon. Vraiment. C'était pitoyable. Heureusement, tout ça, c'est terminé. Mais quelque chose me dit que j'ai été dénoncé et que c'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas me corrompre. Le mariage est un acte très sérieux. Et en plus, c'est une opération très risquée. Comme chacun le sait, ça se termine presque toujours par le divorce. Se marier, c'est déjà un acte peu sensé. Cela veut dire qu'on a été mal conseillé, qu'on n'avait pas toute sa tête, qu'on était immature ou inconscient. C'est une erreur. C'est une erreur qui est pardonnable, car elle est le résultat d'une décision prématurée, prise dans son jeune âge, sous la pression familiale et sociale. Soit. De toute façon, la nature se charge de remettre les choses à leur place. Il y a beaucoup de gens mariés et corrompus. Ne l'oubliez pas. Ce qui est impardonnable, c'est l'acte ostentatoire et provocateur de se marier en groupe, en horde. On dirait la migration des cigognes vers l'Amérique. Oui, 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 oui. Ou celle des hirondelles vers l'Afrique du Sud. Ce qui est encore pire. J'ai tenu ce discours plusieurs fois, afin de montrer combien je regrette sincèrement cet acte affreux. Mais je n'ai reçu que quelques sourires de pitié. Et il y en a même qui chantent la marche de San Antonio.
Ce n'est sans doute pas à cause de ça qu'ils ne veulent pas me corrompre. L'ostentation! Serait-ce une question d'ostentation? Un soir, je suis rentré à la maison. Tu veux un whisky? Ouais, Avec des glaçons. oui. Qu'est-ce que tu as, Antonio? Que se passe-t-il? Je suis un moins que rien. Personne ne veut me corrompre. Tu dois changer de train de vie? Dépenser de l'argent, changer de voiture, porter des bagues, des bijoux en or, changer de montre. Mais enfin, chérie, je ne me suis jamais habitué à cela. Sois malin, Antonio. Si un jour tu es corrompu, qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Tu devras le dépenser, non? Alors comment expliqueras-tu ce changement dans ton train de vie? Ces signes extérieurs de richesse, comment? Si tu continues de vivre comme un clodo. C'est vrai? Comment? Tu sais bien qu'il y a toujours des gens jaloux qui haïssent ceux qui réussissent dans la vie. Si tu ne commences pas dès maintenant à montrer des signes de richesse et d'opulence, plus tard, tu seras facilement dénoncé. C'est bien pensé, ma chérie. Mais Tu as enfin compris. Moi, j'ai déjà commencé à te donner un coup de main. Regarde. Regarde. J'ai commandé une nouvelle voiture. J'ai acheté 3 manteaux de fourrure, des bijoux. J'ai changé de coiffeur, de manucure. J'ai triplé les massages et le fitness. ma chérie, c'est une trop grosse dépense. Tu ne crois pas? Oh, ne sois pas stupide, Antonio. L'argent attire l'argent. Ah bon? Comme c'est amusant. Aujourd'hui, j'attends encore. Alimentation! Je commençais déjà à être désespéré. Je me sentais un être inférieur, sans qualification, inutile. J'ai fait une profonde introspection et autocritique. J'adore la morue avec des pommes de terre. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Bacalao. Le hachis parmentier. Les haricots avec des choux. Le poisson frit. Paf. Et d'autres petits plats comme ça. J'ai pensé alors que ceci ne donnerait peut-être pas une bonne image de moi auprès de ceux qui seraient en train de m'étudier pour me corrompre. Alors j'ai tout essayé. Ça dépendait des copains, des repas professionnels ou des visites. Parfois c'était du jambon avec ce chou amer que mangent les Allemands. Les spaghettis des Italiens. Les Américains, eux, me gavaient de hamburg. J'essayais d'être drôle quand je mangeais avec des baguettes dans les restaurants chinois. Avec les Japonais, je ne mangeais que de la nourriture crue. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert! Sans parler des Suédois, avec qui je devais manger du poisson au yaourt. Les Africains, les Latino-Américains avec leurs plats très épicés pour en camoufler le mauvais goût. J'ai mangé dans des restaurants de luxe.
mais aussi debout dans des espèces d'attrape-mangeoires. J'ai même grignoté des paquets de chips avec la secrétaire d'un roi du pétrole. Et rien. J'ai fait la cuisine à la maison quand c'était la mode. J'ai essayé de nouvelles compositions gastronomiques. Par exemple, spaghetti au champagne. Du lard dans du lait ébouillanté. Des yeux de congre avec des escargots. Les inventions d'un magazine féminin à succès. Et rien. Ce magazine a fait faillite. Habillement. Le problème se trouvait-il dans la façon de m'habiller? Quand j'ai commencé mes expériences culinaires, j'ai aussi opéré de grandes modifications dans mon style vestimentaire. Au début, c'était très simple. Il suffisait de regarder mes collègues de la classe politique, ils s'habillaient tous pareil. Des costumes bleus, parfois gris foncé, des blazers qu'on aurait dit les mecs de la marine ou les videurs des boîtes de nuit. C'était vraiment pas compliqué. Je me suis donc acheté ce matériel. Plus des chemises rayées, des cravates à fleurs avec des animaux. J'en ai même trouvé une très marrante avec le pape sur une girafe. Des chaussettes blanches, il paraît qu'elles étaient interdites. Alors je les ai fait teindre en noir. Les blanches sont redevenues à la mode. J'ai dû les faire reteindre. Elles me sont revenues toutes trouées. Des slips rayés à fleurs, à petits pois. Entretien physique. Une fois, un ami, un grand et inoubliable corrompu, sérieux et cohérent, maintenant décédé, m'a emmené dans un sauna et salon de massage. Oh, quelle chaleur! Il y a tellement de fumée! Tout cela vient de l'Empire romain. Les termes, avec de grands personnages à l'époque. Ce n'est pas par hasard si c'est en Italie qu'il y a le Vatican, qu'il y a eu Mussolini, et qu'aujourd'hui ils ont Berlusconi. Est-ce que tu as vu Ben-Hur? Oui, avec Charlton Heston, l'acteur américain obsédé par les armes. Il a même été décoré par le président. Ah ouais, les États-Unis, c'est aussi un pays sérieux. Comme l'Empire romain. Dans Ben-Hur, ils prenaient des bains tous ensemble. Tout nus. Il fait vraiment trop chaud. Ça fait du bien, ça fait maigrir. Je suis
suis déjà tout maigre. Sois tranquille, tu maigriras juste ce qu'il faut. Mais le plus important, Antonio, c'est que c'est ici où se passent les grandes affaires. Hein. Ici? Dans cet accoutrement? Tu sais, Antonio, l'homme nu est l'homme réellement sincère. Et il m'a laissé. Il s'en est allé rejoindre des amis à lui qui étaient déjà sincèrement déshabillés. J'ai traîné un peu, par là, un peu perdu, toujours dégoulinant. Personne ne s'intéressait à moi. Ils étaient tous dans les coins, en train de chuchoter. Et quand moi j'arrivais, ils se taisaient. Et quand je passais, eux ils riaient et ils se cachaient encore plus. J'ai rien compris. Alors j'ai voulu aller au bain turc. Mais sur le chemin, ils m'ont attrapé et emmené à la salle de massage. Ils m'ont tellement frotté, que j'en suis ressorti tout tordu. Le bain turc, ça a été encore pire. J'arrêtais pas de suer de partout et de dégouliner, de tousser. Cette aventure a vraiment été un désastre. Mais je ne voulais pas abandonner. J'ai toujours été un battant. Changement d'image. Je me suis mis à fond à la chirurgie esthétique. D'abord, ça a été les mains. Je me suis fait refaire les doigts plus fins pour leur donner un côté plus artiste. J'ai aussi fait retirer la corne de la paume de ma main pour qu'ils ne voient pas que j'avais travaillé quand j'étais petit. Ensuite, je me suis occupé de mon nombril parce que il était vraiment moche. Ah, c'est vrai, je peux vous le dire. Maintenant, c'est quelque chose de beau. Les sourcils, je les ai refaits plus larges pour donner un air plus sérieux. Les oreilles, je les ai fait raccourcir. On aurait dit que c'était les esgourdes d'un âne. Le nez, plus crochu, pour ressembler à un économiste. J'ai ajouté des mèches grisonnantes dans les cheveux, sur la poitrine et sur une jambe, pour montrer que j'avais souffert pendant mes études. Et à la suite d'une chute à tricycle. Dring, dring, dring. Avec ce profil moderne et attrayant, j'ai essayé diverses possibilités. J'ai eu la barbe, la moustache, la barbe de 3 jours, de 5 jours, la barbe de 2 jours et demi, un collier de barbe, le bouc, les pattes, le crâne rasé, la coupe en brosse. Un jour, je me suis même rasé. Enfin, j'ai fait toutes les variantes des mecs qui s'en sortaient. Le brushing, lâcher la croix, les bracelets porte-bonheur, et même des tatouages. Des tatouages! J'en ai fait faire à certains endroits. Et puis à d'autres. J'en ai même fait faire un sur des amis à moi. Une colombe qui représentait le Saint-Esprit. Les habitudes. Serait-ce mes habitudes qui étaient mauvaises? J'avais l'habitude de faire la grasse matinée, le dimanche. Ensuite, je faisais une petite balade à Sintra. Et j'en profitais pour visiter le château.
Au retour, je mangeais un beignet à la Feira Popular. Et je rentrais chez moi voir un film, devant lequel je m'endormais. J'ai tout changé. J'ai commencé à aller à la messe, où je me confessais et prenais l'hostie. Comme j'appartenais à la classe des gens distingués, ceux qui ont des péchés spéciaux, celui qui me confessait était Monsieur l'évêque, qui a commencé à me regarder de travers car je n'avais rien à lui dire. Pourtant, il me disait « N'ayez pas peur de me parler, monsieur le ministre. Rien ne sortira d'ici. C'est le secret de la confession. » Bien sûr, monsieur l'évêque, mais je n'ai rien à chanter. Vous devriez plus avoir confiance en notre parole. Il n'y a rien de tel que la paix qui est donnée par la compassion divine. Bien sûr, je vous crois, mais ma vie est comme ça, sans péché. Normal. Normal. Enfin, Antonio, arrogant et vil pécheur, crois-tu échapper au châtiment divin? Confesse tes crimes. Ça a été des dimanches terribles. Enfin, ce sont toujours des dimanches terribles, car je continue à aller à la messe et à me confesser. Mais mon évêque n'insiste plus autant. Je me demande s'il n'est pas déjà au courant de mon drame. Ma femme lui en a peut-être parlé, elle qui est tout le temps fourrée dans ses jupons. En plus d'aller à la messe, j'ai acheté une place bénie par lui pour les matchs de foot de tous les grands clubs. Le sport? On va au stade. Il y a un grand match. J'adore le football. C'est beau le sport, c'est sain. Le plaisir du peuple, des pauvres, des riches, c'est de l'art. Connard! Enculé! Non, 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 pas de gros mots. Le foot, ça m'enchante. C'est de l'art. Ah, Antonio, t'as vraiment l'idée de ce que c'est que le foot, hein? Faut être très cultivé pour pouvoir parler de foot. Et moi aussi, hein, j'achète l'équipe, France Football, la Gazzetta dello Sport et la Bolla tous les jours. Hein. Oui, ils disent tous la même chose. La même chose? Oh, c'est pas con. Je dois pas savoir lire. Mais ouais, ils disent tout sur les affaires, ainsi on peut savoir combien coûtent les joueurs. Je me suis déjà lancé dans ce business. J'ai déjà acheté 32 joueurs, plus 5 Africains, 10 Yougoslaves et 8 Russes qui m'ont presque rien coûté. Oh, quel match de merde. Je suis sûr que l'arbitre a été acheté. Tu vois, Benigno, c'est peut-être ici qu'est mon futur. Mon heure de gloire. Tu viens à peine d'entrer dans ce monde. Et ce monde ne se gagne pas du jour au lendemain. Tranquille, du calme. Ne sois pas opportuniste. Afin de prouver ma fidélité à la cause, j'ai inscrit ma femme et ma fille dans un club de football féminin. Et mes 2 fils à l'école d'arbitrage. Vous n'allez pas me dire qu'avec tout cet investissement, la chance ne va pas finir par me sourire. Ah mais, j'ai fait d'autres choses importantes. J'ai adressé mes vœux
à Amalia Rodriguez pour son anniversaire. Et je ne loupe aucune émission de ce professeur d'histoire. Cette pierre qui est ici, c'est évident qu'elle est ici. J'achète tous les hebdomadaires le week-end et je me promène partout avec. Du coup, j'en ai attrapé des crampes au bras. Mais je pense que ça en vaut la peine. Au moins, tout le monde croit que je lis ces torchons. J'ai commencé à aller boire un verre au pub où un groupe se réunit à 18h. Et je fais un saut à minuit au local secret d'un autre groupe. C'est assez pénible. Mais au moins, j'ai déjà appris quelque chose. Il fallait absolument que j'aie au moins une maîtresse. Non, quelqu'un que je puisse montrer. J'en ai eu une. Et puis j'ai dû changer. Elle ne leur plaisait pas. Trop vieille. Alors est arrivée une jeunette. Le sexe? Je vous salue, monsieur Antonio. Je suis la petite Angélique. Monsieur Benigno m'a demandé de venir vous voir, car vous et vos amis aimez les petites filles. Non, je ne suis pas pédophile, moi. Pédophile, quelle horreur! J'ai déjà 10 ans, moi. Et ma sœur Maria de Jésus, elle en a 7. Et son fiancé est un monsieur de 50 ans. Non. Laissez-moi. Oh, allez, soyez gentils. Ma sœur et moi, nos copines, nos copains. Non, laissez-moi. Cette histoire commençait à m'ennuyer sérieusement. Alors j'ai fini par trouver une excuse. Que le médecin m'avait dit que j'avais une activité sexuelle excessive et que je devais laisser tomber. Je m'en suis sorti de cette histoire. Mais quelqu'un a insinué que j'avais peur de ma femme. Et que ça se voyait tout de suite que je n'avais aucune ambition, ni l'esprit aventurier. Et que je n'étais qu'un moins que rien. Comme si ça ne suffisait pas, il me rappelait mes problèmes familiaux. Tragédie familiale. Ma famille a toujours suivi avec attention et affection mes tentatives d'être corrompu. Ils m'ont aidé et stimulé. Ils me préparaient les cadeaux que je devais faire, boîtes de cigares, etc. On faisait des débats et workshops afin que j'apprenne à parler de sujets intéressants. L'évolution de la famille royale anglaise, les gastéropodes du Guadiana. Les blonds aux cheveux noirs et les noirs aux cheveux blonds. La vie après la mort, la vie avant la vie. Des sujets comme ça très profonds et qui montreraient tout de suite que je n'étais pas bête, que je pouvais animer les soirées, mettre une bonne ambiance.
Et à un certain moment, les choses se sont détériorées. Je me demande encore pourquoi. C'est vraiment absurde. Tu as même déjà été ministre et eurodéputé, et tu n'as pas réussi à être corrompu. C'est absurde. C'est incroyable. J'essaie de le cacher le plus possible à mes amis. C'est une honte. Ma chérie, donne-moi encore une chance. S'il te plaît. On réalisera nos rêves de fiançailles. Je t'emmènerai au casino à Las Vegas, à Monaco pour que tu puisses rencontrer les princesses, Orange pour que tu discutes avec la femme de Bush. Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'aime. Sans toi, je ne suis personne. Non. Non. Pas cette fois. Pardonne-moi. Je te jure que je réussirai à être corrompu. Je le jure. Mais c'est une honte. Qu'est-ce que tu attends pour t'en mettre en plein les poches? Tu vas aller au paradis? Mon père avait bien raison quand il disait que tu n'étais qu'un bon à rien. Qu'un fasciste! Même mes enfants ont commencé à m'éviter et à chuchoter dans mon dos. Pire, ils ont osé dire qu'ils ne voulaient plus être arbitres de football. Encore un sale coup porté à mon plan de corruption. Peu à peu, j'ai été méprisé et mis de côté. Ils mangeaient à des heures différentes. Ils ont même cassé le micro-ondes pour me faire souffrir davantage. Avec ma patience connue, je tenais le coup. Mais à un certain moment, j'ai remarqué que toute la famille rigolait beaucoup quand elle me voyait. Tous! Ils me donnaient des petites tapes dans le dos, en me disant que j'étais un homme honnête et sincère. Et ils racontaient des blagues sur moi. Des blagues! Ils ne faisaient plus de blagues sur les Belges ou les Suisses à moi, ils les faisaient sur moi. J'ai compris alors que j'étais descendu à l'échelon le plus bas de la société. Ils ont fini par m'abandonner. En désespoir de cause, je me suis inscrit au golf. Toutes les personnes importantes étaient là, à taper dans la petite balle. On ne sait jamais. Peut-être qu'en faisant connaissance avec les bonnes personnes, bien sûr, ma balle a frappé un Allemand d'une société de bière. Et on m'a appelé à la réception pour me retirer ma carte de membre. Exclusion du parti. Comme un malheur n'arrive jamais seul, un jour, Monsieur le Président m'a appelé. Vous voulez du whisky? Avec des glaçons.
Alors, Antonio, ça va chez vous? On fait aller, Monsieur le Président. Il faut que l'on parle sérieusement, Antonio. Notre parti ne peut accepter de telles incompétences. Bien entendu. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des jours... Taisez-vous par pitié, Antonio. Regardez les cadres dévoués du parti. Regardez tous ces anonymes qui, bien avant leur adhésion, préparent déjà leur avenir de corrompus en étudiant la société, prêts à valoriser notre parti auprès des grands industriels et entrepreneurs. Vous prendrez exemple sur ces personnes-là et comprendrez ce que c'est que de lutter pour l'avenir de la patrie. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Heureusement, il me semble avoir été toujours exemplaire. Un bon député, un bon ministre. Et pourquoi, Antonio? Comme vous le savez, j'ai menti aux imbéciles qui m'ont élu. Qui nous ont élus. Pardon, Monsieur le Président, bien sûr, qui nous ont élus. Et vous n'avez fait que votre devoir. Vous ne voulez tout de même pas que je considère cette pratique normale des élections dans le monde entier comme un acte glorieux de votre part? Pour l'amour de Dieu, Antonio, cela fait des siècles que l'on fait ça. Bien sûr, Monsieur le Président, bien sûr. Mais j'ai aussi fait des fausses factures. Et j'ai pistonné les personnes que Monsieur le Président m'a indiquées. Cependant, j'ai reçu des plaintes sur votre comportement déplorable. C'est pas possible. Vous souvenez-vous d'un rendez-vous avec une dame à qui vous deviez une valise pleine de billets que vous avez refusée? Oui, oui, oui. Je voulais lui donner un reçu. Et elle a refusé. Elle est partie. Et vous n'avez toujours pas compris votre erreur? Quelle misère! Et quand vous avez menacé la petite Angélique en lui parlant de pédophilie? Elle n'avait que 10 ans. Et alors? N'ayez pas de préjugés, ne soyez pas stupide. Il y avait des ministres, des généraux, des prêtres, des personnalités importantes qui attendaient cette marchandise. C'était très important pour notre parti. Vous savez, je suis timide. Timide et puis quoi encore? Tu sais ce que tu es? Tu es une gonzesse! Et pourquoi vous n'êtes pas allé à la fête des investisseurs colombiens quand je vous l'ai demandé pourquoi? J'étais un peu fatigué. Et je n'aime pas le café colombien. Ils n'ont rien à voir avec le café ou la poudre noire, ces gens-là. Leur business, c'est la poudre blanche, la cocaïne. La cocaïne! Et ils sont en train de tout acheter pour le blanchiment d'argent. Et ça, c'est une bonne chose. Car cela crée des emplois, des profits, du progrès, des radios, des télévisions, des journaux, des universités, des gouvernements, des pays, etc. Et pour ce faire, ils ont besoin d'un bon et insoupçonnable appui politique. Notre parti avait gagné leur confiance. Et vous, avec votre incompétence et votre stupidité, vous avez gâché tout mon travail. Pardon, mais je ne savais pas. Si vous m'aviez informé... Vous n'aviez pas à le savoir. Vous êtes un larbin bien payé, vous la fermez, un point c'est tout.
Vous étiez mon homme de confiance. Pour aller aux réunions, je ne pouvais pas aller par précaution. Pour ne pas être photographié ou être pris par ces fils de pute des journaux et des télévisions. Est-ce que vous comprenez ça? Monsieur le Président, j'ai obtenu l'amnistie pour les délits fiscaux de nos grandes entreprises. J'ai fait baisser le taux d'imposition des personnes les plus riches. Allez-vous-en. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un cas grave, Antonio. Et je vais vous dire, votre comportement n'est pas honnête. Bien sûr, Monsieur le Président, bien sûr. J'ai fait ce que j'ai pu. Il me semble que je mérite une autre chance. N'essayez pas de me corrompre, Antonio. N'allez pas utiliser notre amitié d'enfance pour la transformer en une amitié sans principe, sans éthique, sans valeur, sans morale. Dans votre cas est inadmissible. Et je dois vous avouer que votre cas m'a tellement perturbé que je l'ai présenté lors de la dernière réunion de la CEE. À l'OTAN, à l'ONU, au ranch de Bush. Au nom de notre vieille amitié, j'ai tout essayé. Le vote a été unanime. Vous êtes un cas perdu, Antonio. Vous ne nous intéressez plus. Évidemment, il avait raison. Évidemment, je savais qu'une négligence dans la discipline et dans l'unité du parti favoriserait l'ennemi. Évidemment que nous savions tous que la débâcle arriverait lorsqu'on soupçonnerait que l'un d'entre nous n'était pas corrompu. Évidemment que l'on perdait le prestige. Évidemment que l'on perdait la confiance des investisseurs. Évidemment que les masses sans avenir et déboussolées et en danger finiraient par ne plus respecter le parti et ne plus craindre le président, car dans ce cas, il ne serait plus considéré comme le sauveur de la patrie. Et évidemment, ce serait le déluge. Évidemment, j'ai respecté sa décision. D'ailleurs, je ne pouvais pas faire autrement. Et évidemment, j'ai attendu un miracle du ciel. Mauvaise fréquentation. Naturellement, tout le monde a commencé à m'éviter. Les gens savent parfaitement bien quand quelqu'un est corrompu. Il y a une respiration, un air, un style, une aisance. Les invitations pleuvent de partout. Première au théâtre. Oh, merveille, splendeur. Vernissage de peintre. Défilé de mode. Sporting Porto. Cocktail d'ambassade. Réception de président. On ne m'a pas souvent convié à ce genre de cérémonie. Maintenant, je comprends que j'étais à l'essai et que c'est pour ça que les domestiques ne me donnaient qu'un jus de temps en temps.
un beignet, et à Noël, une rissole aux crevettes. Le caviar, les petites saucisses enroulées de jambon, le whisky, le porto, je n'en ai jamais vu la couleur. Je n'ai jamais râlé, car, naïf et serviable, je pensais que c'était pour que la famille du président puisse les emporter à la maison. Il y a quelques jours, j'ai découvert que n'importe quel ministre ou secrétaire d'État, même helvétiquement correct, les emportait aussi chez eux. Sans le vouloir, je suis devenu une mauvaise fréquentation. Plus personne ne me demande des conseils sur les impôts. Le bistrot du coin me ferme la porte au nez avant la fermeture. Et même l'épicerie du quartier refuse mon loto. Désespéré, j'ai téléphoné à un ami italien. J'aurais besoin d'un petit coup de main de la mafia. Qui est? Antonio de Portogallo. J'aurais besoin d'un petit coup de main de la mafia. Ma tu sei mazzo. La mafia. La mafia è una cosa seria. È una multinazionale responsabile. La mafia ha una lista dei più illustri dirigenti politici mondiali che supplicano tutti i giorni la iscrizione e l'organizzazione. E lei paga l'iscrizione? Pagan, capisci? E sono gli MEC che comandano in tutto. Guarda tuo presidente, ha più di 20 anni che mette tutti i piston. Quoi? Influenza, lobby, para entrare e non consigue. E voleva Timio indigente Antonio appartenere alla mafia, tu poverello. Quoi? Ah, pur basta, Antonio, con tuo miserabile passato. Guarda, credi che questo fu un sogno cattivo e non ne pensi più. Caso la mafia indovina il tuo pensiero, credi che è una provocazione e liquida te. Attenzione, Antonio. J'ai raccroché. Et je suis donc allé chez la psychanalyste. Intime confession. La psychanalyste était sympathique et d'une grande patience. Elle a insisté sur le fait que je devais croire que je pouvais être corrompu et que je n'étais pas moins bien que les autres. Il fallait que je renforce ma conviction personnelle. Alors, j'ai confessé mon enfance. Je jetais des pierres sur les autres. Je regardais les jambes de la maîtresse. Je buvais de la limonade en mangeant des chips. Je jouais au baby-foot, au ping-pong, au billard, au foot. Plus tard, j'allais danser. Et un jour, j'ai serré une fille. Et elle m'a giflé. Ah! Cela peut venir de là. Vous vouliez la corrompre, elle a réagi, et ceci a provoqué chez vous une réaction négative contre la corruption. Et il n'y a aucune solution? On va voir, on va voir. Continuez, mais c'est grave. Mais... Circulez,
c'est une nouvelle expérience. Circuler, agiter le corps et l'esprit, c'est pour mon doctorat. Plus tard, j'ai étudié. J'ai fait du stop. J'ai fait la plonge dans un restaurant. Et je me suis très bien tenu à l'université. Vous êtes bien tenu. Expliquez-moi ça. Une fois, il y a eu une grève. Et moi, j'ai été le seul qui suis allé au cours. J'ai été le premier et le seul briseur de grève. Et vous en riez encore comme un idiot? Vous ne trouvez pas cela bien? Bêtise. Ne comprenez-vous pas que c'est cette erreur qui a détruit votre vie, Antonia? Ne comprenez-vous pas qu'avec cet acte, vous avez prouvé que vous étiez incorruptible et que vous n'étiez pas de ceux qui se laisseraient mener à des procédés risqués et illégaux? Ne comprenez-vous pas l'image indélébile de personnes dignes et droites que vous avez créée en étant le seul briseur de grève, luttant contre les masses hystériques et ignares? Je n'avais jamais pensé. Vous auriez dû. Les personnes n'oublient pas ce genre de choses, Ant. Je me demande si vous n'êtes pas réellement incorruptible. C'est extrêmement grave. Et il n'y a encore aucun traitement qui guérisse cela. Mais alors, je vais devoir rester comme ça toute ma vie? Je vais être puni parce que j'ai été un briseur de grève. À cause de ça, on ne me laisse pas être corrompu. Votre cas est très grave, Antonia. Comme vous le savez, tout le monde a un prix. Et c'est pour cela que la corruption est imparable. Bien sûr, madame. Le problème, c'est qu'on ne m'a jamais demandé ne serait-ce que mon prix. Vous en êtes sûr? N'y aurait-il pas eu des conversations subtiles, indirectes, que vous n'auriez pas compris? Non, rien du tout. Je peux même vous dire que j'aurais fait un très bon prix. Votre cas est très grave, très très grave. Très très grave, monsieur Antonio. Prescrivez-moi quelque chose, je vous en prie. Je ne prescris rien, monsieur Antonio. Je suis psychanalyste. Avec moi, on ne fait que discuter. Mais allez voir le docteur, le psychiatre, John Oldman. C'est un Américain, on voit tout de suite que c'est un bon et en plus c'est un ami. Ce John Oldman m'a donné une ordonnance de la taille d'une pharmacie. Je me suis plaint que c'était cher. Mais il m'a dit que c'était comme ça, pour que je comprenne les idioties que j'avais faites. En plus, il ne m'a même pas dit que ça marcherait. Dans une autre séance, la psychanalyste m'a obligé à aller plus loin dans mes souvenirs. Alors, je lui ai raconté mon baptême. Je me souvenais qu'il y avait beaucoup de monde qui rigolait, qu'une tante à moi, édentée, m'avait donné un baiser dans la bouche, que le prêtre m'avait tenu à bout de bras et avait crié « Sors, sale porc, du corps de cet enfant !»
Je ne sais pas s'il est sorti ou pas. Si ça se trouve, c'est lui qui est en train de ruiner ma vie. C'est bien possible. Attendez! Je me souviens encore que l'on m'a mouillé la tête. On m'a obligé à manger du sel. Le prêtre a encore braillé 2 ou 3 choses et le sale porc a commencé à vomir. Oh. Très grave, cette histoire du sale porc. Écoutez, ne mangez plus jamais de viande de porc. C'est que j'adore la viande de porc! Et j'ai enfin été baptisé. Ensuite, il y a eu une grande fête. On m'a posé dans un coin et ils ont mangé, ils ont bu et ils ont dansé. Le prêtre a encore parlé du sale porc avec ma tante élontée. Je me suis endormi, ennuyé. Et je me suis réveillé très fâché, car Judas, le chien du prêtre, était en train de faire pipi sur moi. Et tout le monde autour trouvait ça très amusant. Alors j'ai couru chez une voyante. Boule de cristal. Cette voyante est célèbre. Elle avait séjourné aux États-Unis. Et maintenant, elle travaille à la télévision. Et c'est là qu'elle a dû apprendre à lire dans une boule de cristal, dans les lignes de la main, dans les nuages, et plein d'autres choses encore que connaissent les voyantes. Et elle a inventé le mystère des ongles des pieds. Donnez-moi votre chaussure droite. Cet ongle est tordu. Celui-ci est trop petit. Vous devez le laisser pousser. Beaucoup! Ce qu'il faudra. Mais je ne pourrai plus mettre ma chaussure après. Mettez des sandales. Mon Dieu! Vous n'allez pas bien du tout. Vous êtes déséquilibré. Votre champ sentimental n'existe pas. Vous êtes l'objet depuis longtemps d'incompréhension. Comment a-t-elle deviné? Je vous l'avoue, madame, je suis un corrompu, frustré. Votre cas est grave et rarissime. Mais gardons l'espoir. J'ai déjà guéri cette maladie. Elle avait touché un évêque espagnol. Le pauvre, qu'est-ce qu'il souffrait. Avant tout, pour vos ongles, allez voir ce pédicure. Il s'est tellement bien occupé de moi qu'il est devenu mon petit ami. Vous aurez des ongles de toute beauté. Maintenant, montrez-moi votre nombril. Ah non, ça, je l'ai déjà fait refaire. C'est pas pareil. Cela n'a pas d'importance. Oh là là. Votre nombril est très dangereux. Votre cas est gravissime. Je vous payerai tout ce qu'il faudra. Soignez-moi, guérissez-moi. Je paye tout. Monsieur Antonio. Je paye tout ce qu'il faudra. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? À partir de ce moment-là, j'ai eu droit aux prières, aux cérémonies macabres, à la fumée. On m'a tout fait.
Je suis même allé à une réception au Cercle des Voyantes de Odivelas. Et mon salut est passé par plusieurs étapes. Une fois, j'ai dû aller la nuit poser un bec de coq noir, un foie de bouc et une demi-douzaine de crevettes, le tout emballé dans du cellophane bleu, au pied d'un oranger dans le jardin d'un mec par qui je voulais être corrompu. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pensé que j'étais peut-être trop prétentieux et que j'avais choisi un gars trop haut placé qui pourrait même être en train de travailler avec le président. La voyante m'a fait passer quelques nuits habillé en blanc, avec une cape orange, et devant sautiller autour de la maison d'un autre gars. Ensuite, ça a été des bougies et une machine à faire de la fumée, comme celle qu'on utilise au théâtre et au cinéma. Au beau milieu de tout ça, je devais pousser des cris, mettre n'importe quelle musique funèbre, mais moi j'ai choisi n'importe laquelle, je m'en fous, et ensuite m'enfuir. Quelques mois plus tard, elle a fait venir un prêtre russe pour jeter de l'encens. Ensuite, ça a été un Indien qui est resté devant chez moi une quinzaine de jours sans manger, en équilibre sur un coude. Un véritable artiste. On a mis des rats, des scarabées, des lézards, une chouette, une tortue, et même un crapaud qui chantait de l'opéra. Et rien n'a fonctionné. Rien! Que faire? Que faire? J'ai voulu fermement être corrompu. Personne ne m'y a invité. On n'a pas voulu croire à ma sincérité. On a douté de mon passé. On ne m'a pas valorisé en tant que personne du monde actuel, lutteur, décomplexé, capable d'affronter les plus grands défis. On m'a cantonné dans mon parti, avec mes collègues, dans le voisinage et dans la famille. On m'a transformé en un paria de la société. Pourquoi ce monde est-il devenu si froid, incompréhensible et peu solidaire? Pourquoi a-t-on ainsi marginalisé une valeur qui aurait pu être un exemple impérissable du comportement humain? Un suicide. Je ne suis même pas bon pour les suicides. Les suicides sont pour les grands corrompus. Et moi qui rêvais d'être un de ces grands capitalistes qui se jettent des gratte-ciels quand ils perdent 3 sous à la bourse. Sans plus d'espoir, j'ai à nouveau fait une crise. Cette fois-ci, inespérée. Je me suis senti voler, dépasser les nuages, éviter les comètes et les étoiles filantes. J'ai salué au passage des mecs qui se promenaient avec des gonzesses super canons dans une navette spatiale. Et j'ai frappé à la porte du ciel. Ils m'ont jeté en enfer. Et personne ne m'a accepté.
Le purgatoire, ça a été encore pire. Des chiens m'ont mordu. Alors je suis parti en courant. Je suis resté suspendu et me suis transformé en une particule que je suppose invisible puisque personne ne m'a remarqué. En clair, j'ai cessé d'appartenir à l'univers. Pourtant, un dernier espoir subsiste. Qu'on établisse le contact avec moi, qu'on me rende ma condition humaine, qu'on me donne finalement, comme on vous l'a donné, l'opportunité d'être corrompu.